Bonjour et bienvenue sur espaceproactif.com. Martin avec vous pour une autre vidéo cette semaine. Un plaisir de vous retrouver. C'est toujours agréable de mon côté lorsqu'il y a des nouvelles pertinentes au niveau économique, au niveau financier qui circulent. Et là, nous avons eu une semaine chargée. Eureka, c'est une bonne nouvelle pour moi alors qu'on a plusieurs choses à regarder ensemble aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter notre nouveau site web, espaceproactif.com. J'en profite pour vous inviter à aller découvrir nos offres qui se cachent à l'intérieur. Vous allez peut-être trouver chaussures à votre pied alors qu'on travaille très fort à l'interne pour vous offrir du contenu de qualité, surtout des lettres investisseurs qui sont pertinentes. D'ailleurs, la dernière d'Éric vraiment a fait un excellent travail concernant le marché du pétrole, qui est la priorité numéro un au niveau commodité, matière première sur le monde. Donc, à surveiller. Je vous invite à vous la procurer. C'est vraiment un travail de qualité qui a été fait. Une belle vingtaine de pages de la part d'Éric. Merci encore une fois. Et écoutez, cette semaine, donc, le titre de la vidéo le mentionne, c'est la vente de feu. On va regarder ça ensemble. Et il y a aussi eu beaucoup de commentaires sur notre chaîne Telegram concernant les élections qui ont eu lieu en Argentine, aussi ce que nous avons vu dans les dernières heures du côté du Pays-Bas. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont encore beaucoup de résistance par rapport au fait que le discours est un discours qui plaît à la masse, mais qui ne veut pas dire nécessairement que ces gens-là vont livrer la marchandise. Et d'ailleurs, je vais en parler dans quelques instants. Et il y a eu aussi des nouvelles importantes du côté des crypto-monnaies, particulièrement du côté Bitcoin, avec les conséquences qui étaient attendues du côté de l'échange centralisé qu'on appelle Binance. Il y a la fermeture de Bitrex, il y a des amendes très salées aussi du côté de Kraken. Donc, on voit clairement que la SEC est en train de prendre des mesures aux États-Unis, la SEC qu'on appelle la Security Exchange Commission, qui réglemente les marchés financiers américains, mais qui ont des tentacules très larges qui vont aussi à l'étranger et qui ont un impact au niveau économique et au niveau du mouvement des marchés boursiers. Donc, on va parler de ça. Pour démarrer, donc rapidement, je vais couvrir ce que les médias appellent les partis d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, c'est la peur qu'on veut générer, alors que lorsqu'on est dans une vision d'extrême gauchiste, ben, tout ce qui est au centre et à droite devient de l'extrémisme, et c'est de la façon dont les médias tournent les nouvelles en ce moment. On est en train de voir, même ici au Canada, la même chose avec le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui a le vent dans les voiles, alors que Justin Trudeau est en train de perdre son discours, comme vous l'imaginez. Eh bien, on le dépeint au niveau médiatique et on le dépeint aussi au niveau de ses concurrents libéraux et néo-démocrates. Bien, on le dépeint comme étant une saveur extrême droite qui ressemble à ce qu'on voit aux États-Unis par rapport à Donald Trump. Et là, ben, les médias font leur travail comme ils peuvent. Ils se débattent comme des démons dans l'eau bénite, comme on dit chez moi, à essayer de garder leur intérêt et leurs lecteurs et auditeurs, alors qu'on voit clairement que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, j'ai une autre nouvelle que je vais partager en fin de vidéo aujourd'hui par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est très pertinent. Donc, dans le courant des dernières heures, un des partis politiques qui est considéré d'extrême droite par les médias du pays et partout à travers le monde a remporté son vote au niveau des Pays-Bas. Et on a vu aussi la même chose se produire en Argentine avec l'élection de Javier Milei. Et encore une fois, plusieurs ont fait part de leurs commentaires comme quoi que ces gens-là font partie du Forum économique mondial. C'est une question de temps avant qu'ils faillent à leur tâche, comme on avait vu Tsipras en Grèce à l'époque, comme on voit du côté potentiel de Mélanie en Italie. Et là, les gens remettent en question la saveur politique du jour. Maintenant, mon point que je veux vous apporter ici est très simple. Qu'on adhère en fait à ces nouveaux politiciens-là, élus ou non, qu'on adhère au discours ou non, il n'en reste pas moins que ces gens-là ont été élus. Est-ce que ces gens-là vont laisser tomber le peuple? Personne ne le sait. C'est possible, comme c'est possible aussi que ces gens-là soient vraiment de bonne foi. Mais la réalité demeure, et c'est le point que je veux partager avec vous aujourd'hui. La réalité est que les gens aujourd'hui s'éveillent et les gens en ont plein les bottes de voir évidemment des gouvernements qui deviennent de plus en plus dans un aspect fasciste, décontrôlant,
vers une politique communiste et les gens s'éveillent. Donc, la bonne nouvelle, c'est que soit les élections n'ont pas été frauduleuses et que les gens ont voté encore une fois pour un changement réel, ou bien, évidemment, tout ça est manipulé de toutes pièces. Mais si tout est manipulé de toutes pièces, ne perdons pas de vue, par contre, que le peuple le demande. Donc, ça vous démontre à quel point il y a un éveil et que les gens en ont plein le cul d'être dirigés par des dictateurs qui cherchent à imposer par la force des politiques qui sont de plus en plus contraignantes contre la liberté des différents peuples. Et là, on est en train de le voir au niveau international. Donc, pour moi, c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. En fait, personne ne sait si Mele va livrer la marchandise ou la même chose aux Pays-Bas ou ailleurs. Mais par contre, le peuple s'éveille et fait valoir sa voix actuellement, comme quoi qu'ils ont une écœurantite aiguë et qu'ils veulent des changements profonds en réduisant la puissance des États. Et c'est la bonne nouvelle en ce qui me concerne. Alors qu'effectivement, on a raison tous ici où on n'a aucune certitude, en fait, si ces gens-là vont livrer la marchandise ou non. Maintenant, de l'autre côté, pour ce qui est des crypto-monnaies et de Bitcoin, eh bien, vous avez entendu parler. Et d'ailleurs, mon ami Paul Lavoie sur Twitter a fait un excellent commentaire en disant Wall Street est en train de s'approprier le monde des cryptos. Je suis absolument d'accord avec le commentaire ici de Paul, où effectivement, on sait très bien que des réglementations serrées devaient arriver alors que le secteur bancaire cherche à garder le contrôle, cherche évidemment par la bouche des politiciens et des gouvernants à garder le contrôle des devises fiduciaires. Et premièrement, ce qu'il doit faire, c'est tenter de réglementer le marché des crypto-monnaies. Donc, on pouvait s'y attendre. Ça fait longtemps que notre discours ici a toujours été le même, c'est-à-dire les échanges centralisés dans le monde des crypto-monnaies, que ce soit Bitrex, que ce soit Binance, que ce soit Kraken ou autre, ont une forte tendance, en fait, à implémenter les mêmes problématiques qu'on a vues et qu'on voit encore dans le secteur bancaire, c'est-à-dire faire de la réserve fractionnaire. Il n'y a aucune certitude qu'ils ont en main les bitcoins qu'ils échangent constamment et qui permettent aux clients d'échanger sur leur plateforme. Et encore une fois, au bout du compte, qu'est-ce qu'il y en est ici? Eh bien, vous avez la MAFIA, américaine qui veut avoir sa part du gâteau pour permettre évidemment à ces échanges-là de demeurer en vie. Donc, une amende de plus de 4 milliards de dollars a été imposée cette semaine au plus gros échange crypto-monnaie qu'on appelle Binance. On sait très bien que CZ, le CEO de la société aussi, a décidé de laisser sa place à quelqu'un d'autre, alors que lui aussi va subir les foudres des régulateurs. Comprenez bien que ces gens-là ont joué tout simplement dans le jardin des banques et les banques n'aiment pas ça, vous l'avez compris. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là ont été honnêtes non plus dans leur façon de faire du business. Vous avez Bitrex qui va fermer ses portes au début décembre et vous avez Kraken aussi qui a été mis à l'amende par la SEC pour pratiquement les mêmes raisons que ce que Binance ont fait face cette semaine. Donc, pas de surprise. On le dit depuis très longtemps que les marchés centralisés, les échanges centralisés ne sont pas fiables dans le monde de la crypto, pas plus qu'ils ne sont fiables dans le marché traditionnel boursier. Et par le fait même, bon, vous avez compris que la MAFIA veut avoir sa part et c'est tout ce qu'on est en train de voir. La beauté de tout ça, encore une fois, c'est que Bitcoin est un outil qui permet la souveraineté du peuple, qui permet la libération justement contre les dictatures au niveau financier. Parce qu'à partir du moment où on a accepté en tant que collectivité à travailler dans un modèle où on utilise une devise fiduciaire qui est pleinement contrôlée par les États, qui leur permet d'endetter le peuple davantage avec une devise qui perd son pouvoir d'achat, ben vous comprenez que nous sommes mis nous-mêmes dans la merde et que là, nous avons la capacité aujourd'hui de reprendre notre souveraineté fiduciaire et par le fait même, amener évidemment une nouvelle force économique et des nouveaux pouvoirs politiques. Donc, la beauté de tout ça, c'est que malgré tout
la volatilité qu'on a vue depuis les derniers jours sur les nouvelles importantes qui ont impacté le marché crypto. Et là, vous comprenez qu'il y a beaucoup de spéculateurs et de traders qui retirent en fait leurs actifs actuellement des grandes plateformes centralisées par peur que ces plateformes-là soient fermées. Eh bien, rien n'empêche qu'on a eu une baisse de 5% du prix de Bitcoin et des autres crypto-monnaies au fil des dernières heures. Et dans 24 heures, le marché a repris sa forme. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que Bitcoin en a rien à foutre de tout ce qu'on est en train de voir au niveau de l'impact dans les marchés centralisés. C'est la bonne nouvelle. Et encore une fois, c'est une excellente période en ce qui me concerne pour accumuler. Je ne fais pas de conseils financiers, vous le savez, je ne fais qu'émettre mon opinion. Mais encore une fois, ça vous dit à quel point Bitcoin a la capacité à long terme de devenir une force majeure pour la libération des peuples, ce qu'on ne peut pas dire autant des devises fiduciaires qui permettent à certaines gouvernances d'imprimer davantage de la dette et de fouter le problème plus qu'autre chose. Maintenant, concernant la vente de feu, eh bien, un petit rappel. Lorsque vous avez des gens comme Jamie Dimon, qui est le CEO d'une des plus grandes banques au monde, particulièrement aux États-Unis, qu'on appelle la JP Morgan, qui se permet de vendre pour une valeur de 141 millions d'actions de différentes banques, ben, je pense que vous avez compris ce que je vous avais déjà mentionné il y a plusieurs mois en arrière, où les banques sont dans l'eau chaude et il y a des problématiques qui existent à travers leur structure qui va amener vers soit une faillite bancaire absolument stratosphérique ou bien les différents gouvernements devront les soutenir financièrement. Et encore une fois, c'est le peuple qui va payer la note, comme vous le savez. Sauf que là, lorsqu'on a Jamie Dimon qui retire une valeur de plus de 141 millions, et il y a eu 2 transactions majeures qui ont été faites. Donc, j'en présente une, mais il y a eu d'autres ventes qui ont été faites de la part de Jamie Dimon. Je pense que ça vous en dit long sur la situation des marchés boursiers. Ces gens-là se retirent en premier. Ils vendent au sommet aux citoyens lambda, investisseurs et spéculateurs qui, eux, achètent au sommet. Et vous savez ce qui suit comme conséquence. Maintenant, Diamond qui a fait un geste au niveau bancaire, pourquoi? Ben, premièrement, pour vous démontrer encore une fois qu'il y a eu un ralentissement majeur des dépôts dans les banques. Pourquoi? Parce que les gens sont endettés, l'économie tourne de moins en moins bien et par le fait même, vu que l'inflation augmente, il y a de moins en moins de gens qui peuvent épargner par le fait même qui déposent de la liquidité dans les comptes bancaires où ils sont clients. Donc là, on a passé d'un extrême à l'autre alors qu'il y a eu les confinements. Il y avait des gens qui avaient économisé. Ensuite de ça, on a fait des dépenses folles. On s'est acheté des bagnoles, des voitures et ainsi de suite. Et tous les autres trucs de consommation auxquels on avait besoin alors qu'on était confinés avec les mesures qui ont été mises en place, comme vous le savez. Eh bien là, on se retrouve à sec. Et là, la collectivité a une problématique alors que l'épargne n'existe plus. Donc, vous comprenez bien que ça va avoir un impact important au niveau des banques. Et par le fait même, M. Diamond commence à liquider. Quand je dis commence, je m'en excuse. Il poursuit en fait sa liquidation d'actifs. Autre point, donc, on comprend très bien que vu qu'ils ont énormément d'actifs négatifs en valeur en portefeuille, comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, eh bien là, vous avez les différents standards tels que Moody's, Standard Poor's, Fitch aux États-Unis, qui commencent à qualifier les banques au niveau de leur qualité de créditeur, de diminuer en fait leur qualité d'investissement tout simplement parce qu'ils ont des actifs négatifs en banque à raison de plusieurs milliards de dollars. Donc, pour l'instant, ça ne garde pas bien pour les banques et ça devient tout simplement un énorme fardeau. Et regardez aussi là, de ce côté-là, qu'est-ce qui se produit. Alors qu'on parlait de Jamie Dimon au niveau de la JP Morgan, eh bien, imaginez-vous que même Jeff Bezos, qui est de Amazon, comme vous le savez, a commencé à faire une vente de feu et liquider des actions de son portefeuille. Pourquoi? Ben, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais comprenez bien que la logique ici en arrière,
c'est que même Bezos considère qu'avec la période de Noël qui normalement est très positive sur la consommation, n'est-ce pas? Eh bien, Bezos s'attend à avoir des chiffres potentiellement catastrophiques du côté des ventes de Amazon pour la période de Noël actuelle. Et tout ça va être répertorié dans les premiers trimestres de 2024, alors que les chiffres, les résultats vont sortir lors de la fin en janvier, pardon, où on va avoir vraiment les chiffres du quatrième trimestre de consommation. Donc, lorsque vous avez même Jeff Bezos qui commence à liquider ses actions de Amazon en pleine période de consommation de Noël, ben, je pense que vous avez compris le message qui s'y cache. Et encore une fois, pourquoi? Bien, parce que les gens sont complètement coincés financièrement. Et lorsqu'on regarde les taux d'intérêt sur les cartes de crédit aux États-Unis, avec la hausse des taux d'intérêt qui ont été de 14 à maintenant aujourd'hui 21 ben, vous imaginez à quel point, on avait mentionné dans le courant des derniers mois à quel point les gens sont endettés sur leurs cartes de crédit. Et en plus de tout ça, ben, les taux d'intérêt sur ces cartes-là augmentent. Donc, c'est encore plus difficile pour le commun des mortels de rembourser en fait leurs dettes sur la carte de crédit. Donc, imaginez à quel point ils ne sont pas dans une situation de consommer cette année pour des cadeaux de Noël et faire plaisir à leur famille. Donc, je crois définitivement qu'on va avoir un impact plus que négatif sur la consommation qui va être démontré à partir de janvier-février 2024 lorsque les chiffres des sociétés publiques telles que Amazon vont sortir. Donc, c'est à surveiller. Et pour revenir aux banques rapidement, vous avez aussi sur YouTube un Américain, pour ceux qui parlent anglais, qui s'appelle Bix Weir. Bix, que je suis parce qu'il est, il est très proactif au niveau de l'argent physique, particulièrement. C'est un aficionado, si je peux dire, de l'argent physique depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer physiquement au Mexique lors d'une conférence. Et c'est un chic type d'ailleurs. Donc, ça fait longtemps que je regarde ce qu'il fait sur YouTube. Bix a déniché certaines informations à quel point même UBS, qui est une grande banque internationale, comme vous le savez, a de la difficulté à rembourser actuellement des obligations auxquelles ils doivent rembourser des investisseurs. Maintenant, je m'explique ici dans ce que ça signifie. Comme vous le savez, potentiellement, les grandes banques et les sociétés publiques en général ont la capacité de lever de la dette à travers la vente d'obligations. Donc, il n'y a pas seulement les États, les gouvernements qui ont la capacité de faire ça, mais les grandes sociétés aussi, parce qu'ils génèrent des revenus importants, parce qu'ils génèrent évidemment de l'énergie positive à travers des emplois qui sont créés et autres, eh bien, ont la capacité d'émettre de la dette. Et ces gens-là le font à travers ce qu'on appelle un outil financier, qu'on appelle des obligations qui peuvent avoir différentes dates d'expiration. Donc, les gens, les investisseurs qui désirent recevoir un intérêt sur leur épargne, eh bien, vont acheter des obligations de compagnie, à même titre que certains achètent des obligations étatiques, de manière à recevoir une dividende lorsque l'expiration de la note en question est complétée. Donc, vous dites, exemple, vous avez UBS qui émet une obligation de dire c'est sur une période de 1 an, on va vous donner 12 de rendement. J'extrapole ici. On va vous donner 12 pour votre année. Prêtez-nous de l'argent qu'on va faire fructifier. On va vous rembourser le 12 promis à l'expiration du terme de l'obligation. Eh bien là, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a deux obligations de termes distincts, donc de termes différents, qui ont été mis en pause du côté d'UBS et que UBS actuellement ne rembourse pas les obligations qu'ils ont été demandées. Donc, c'est pour dire à quel point ça ne va pas bien dans le secteur bancaire. On est en train de voir des délais de paiement. Et là, vous comprenez que ces gens-là brisent la confiance tout simplement parce que les individus qui croyaient être remboursés, pour l'instant, ne le sont pas sur le risque qu'ils ont pris à prêter de l'argent à UBS. Et c'est pas rien, là, c'est UBS. Donc, on peut s'attendre à ce que, encore une fois, comme on l'a vu en 2008, les banques vont être ce qu'on appelle bail-out. Donc, les différents gouvernements
vont imprimer de la dette davantage pour financer les opérations de ces banques-là qui sont dans la merde, ou on va avoir tout simplement un bail-in où on va tout simplement soit les laisser tomber, ou soit encore une fois, eh bien, on va avoir une saisie des fonds de pension et autres dans lequel la grande majorité collectivement est impliquée, de manière à utiliser ces fonds-là pour sauver les banques qui sont actuellement en faillite. C'est tout simplement pas public, comme vous pouvez constater. Donc, pour l'instant, ça brasse. On va voir l'impact sur les marchés dans le courant des prochains mois. Pour l'instant, encore une fois, il y a un aveuglement volontaire du côté médiatique pour que ces choses-là ne soient pas présentées. On n'aimerait pas avoir une crise juste avant Noël et particulièrement avoir une crise avant les élections américaines l'année prochaine, à la fin de 2024. Donc, on essaie de repousser les problèmes le plus tard possible, comme vous le savez. Maintenant, en terminant, eh bien, une grande majorité ici le savent, les médias de masse qui perdent énormément de clientèle depuis des mois et ces compagnies-là ne peuvent plus survivre dans le cadre et dans leur format actuel si le gouvernement ne les soutient pas. Et ce qu'on a tenté d'éduquer les gens à travers les dernières années, c'est d'expliquer à quel point on ne mord jamais la main de celui qui nous nourrit, n'est-ce pas? Donc, on sait très bien que les médias reçoivent des subventions pour pouvoir continuer leurs activités de propagande au nom des différents gouvernements. Et là, ben, on prend des tournures et on prend évidemment des mesures qui sont camouflées d'une certaine manière pour pouvoir le faire. Donc, maintenant, il n'y a plus d'annonces au niveau des gouvernements qui subventionnent directement les sociétés médiatiques, qu'elles soient publiques ou privées ici au Canada. Par contre, qu'est-ce que le gouvernement fait? Eh bien, ils font des crédits de taxes où ils offrent, dépendant du nombre d'employés, des crédits de taxes à ces sociétés-là, dépendant du nombre d'employés qu'ils ont et autres, de manière à pouvoir recevoir des crédits de taxation en fin d'année, ce qui devient, d'une manière cachée, des subventions qu'on donne tout simplement aux différentes sociétés médiatiques pour continuer de tourner la propagande des différents gouvernements. Et c'est la raison principale pourquoi vous avez une quantité de plus en plus grande de gens qui ne font plus confiance aux médias de masse, qui se tournent vers les réseaux sociaux pour être capables d'aller chercher leurs propres informations. Encore une fois, c'est extraordinaire. Et ça vient compléter ce que je vous mentionnais en début de vidéo aujourd'hui par rapport au discours de Javier Milei en Argentine ou du côté du nouveau parti politique qui a pris énormément de force dans les dernières heures du côté des Pays-Bas. Donc, le peuple le demande, la pression augmente, c'est une excellente nouvelle. Gardez évidemment votre positivisme par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. La guerre n'est pas gagnée. Par contre, on continue de frapper fort sur le pouvoir pour les déloger de là. Et j'espère bien sûr qu'un jour, on aura l'occasion de les voir être emprisonnés un après les autres. C'est ce que le peuple tend à vouloir lorsque l'écœurantite est à un niveau sommet. Et je pense qu'on y arrive très bientôt. Donc, passez un bon week-end de l'Action de grâce si vous êtes particulièrement aux États-Unis. Et pour le reste, ben, j'en profite pour vous souhaiter un bon week-end à tous. On se reparle la semaine prochaine.